Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison présente. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Marc, on rappelle que l'émission s'ouvre cette année à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300 pour toutes les questions que vous vous posez sur votre logement. On démarque avec la surtaxe d'habitation des résidences secondaires et la liste des villes éligibles qui va encore s'allonger. Effectivement, plus de 5000 communes vont désormais pouvoir augmenter, si elles le souhaitent, la surtaxe d'habitation des résidences secondaires qui concerne, rappelons-le, les agglomérations de plus de 50 000 habitants où la demande de logement est plus forte que l'offre. Les villes concernées peuvent dorénavant augmenter de 5 à 60% ce taux. Précisons toutefois que ce n'est pas parce qu'une commune peut le faire qu'elle le fera en 2022. Seuls 22% des communes autorisées à la majorer l'ont fait. Effectivement, des hausses de 60% de la taxe d'habitation des résidences secondaires, c'est beaucoup. Quelles sont les villes où à avoir annoncé appliquer cette hausse maximale ? Eh bien, actuellement, c'est 73 villes qui ont appliqué cette taxe maximale, principalement dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux, mais aussi dans les stations balnéaires de la côte basque comme Anglette, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz ou encore Saint-Nazaire dans le département de la Loire-Atlantique. Et je vous interromps parce que malheureusement, c'est terminé à l'Eden Park de Auckland et c'est d'une cruauté inouïe pour les Françaises en demi-finale du mondial féminin de rugby. Caroline Drouin avait la balle de match, cette pénalité qui a été accordée après un arbitrage vidéo, c'était face au poteau, mais c'était un peu loin. Et justement, cette pénalité a été ratée. Ça s'est terminé à l'instant. Les Néo-Zélandaises affronteront les Anglaises en finale. Les Françaises ratent le coche-pas de première finale de leur histoire, malheureusement. Mais que ce match fut beau et que ce combat fut admirable. 25-24, score final pour la Nouvelle-Zélande face à la France. Courage, mesdames, et on espère vous revoir très vite à ce niveau-là. Allez, on poursuit le journal de l'immobilier. C'est avec Marc Ezrati. Une étude de Se Loger qui s'intéresse à la vue sur les cimetières. Quelle idée! Et oui, et d'après cette étude de Se Loger, on apprend que la vue sur un cimetière représente un frein à l'achat ou à la location pour 54% des Français. Ça paraît logique, oui. Et oui, ce sont notamment la sensation d'une ambiance triste ou la symbolique de la mort qui explique ce chiffre. Par contre, à l'inverse, pour les 46% de Français qui déclarent ne pas être dérangés par la proximité d'un cimetière, le calme, la vue dégagée et l'espoir de trouver des logements moins chers sont les principaux arguments avancés. Oui, sans compter le manque de troubles du voisinage, je suppose. En direction Cannes, Marc, une autre affaire d'impayés qui oppose propriétaires et locataires. Cette fois-ci, c'est sur fond de guerre en Ukraine. Et oui, cette histoire oppose une locataire ukrainienne à une propriétaire russe. Ça se passe à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Le conflit entre les deux femmes a démarré au lendemain de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. D'après la locataire, depuis le début de la guerre, sa propriétaire russe lui ferait vivre un véritable enfer en voulant l'expulser, lui reprochant de ne plus payer de loyer. Un conflit qui devrait se régler d'ici quelques semaines devant les tribunaux. Cette drôle d'histoire qui se passe dans le Tarn, révélée par nos confrères de la Dépêche du Midi hier, marque un couple de retraités qui signent depuis des mois des compromis de vente à tour de bras mais ne donnent plus jamais de nouvelles, mettant de nombreux vendeurs dans des situations très compliquées. Plusieurs questions. D'abord, comment c'est possible? Et puis, quel est l'intérêt pour ce couple de retraités d'agir de la sorte? Effectivement, Jean-Marie, cette histoire est particulièrement étonnante car on ne voit pas vraiment l'intérêt pour ce couple de signer des compromis de vente et de disparaître dans la nature, sinon d'ennuyer les vendeurs. Quand on signe un compromis de vente, l'usage veut que l'acquéreur verse chez le notaire au moment de la signature du compromis une indemnité d'immobilisation de 5% de la valeur du bien pour justement garantir une éventuelle défection. Dans le cas de cette affaire, il semble que les vendeurs aient accepté de signer le compromis sans le versement des fameux 5% d'indemnité d'immobilisation qui, rappelons-le, est un usage et non une obligation. Par contre, on peut s'interroger sur la légèreté qu'aurait eu le notaire dans cette histoire qui aurait pu, par exemple, conseiller aux vendeurs d'exiger le versement des 5%. Voilà. Donc, rappelons-le aussi que quand on se désengage d'un compromis pour une raison qui n'est pas valable, le vendeur peut réclamer le paiement de 10% du prix de vente de la maison. Dans cette affaire, 2 vendeurs au moins tentent d'obtenir réparation devant les tribunaux, mais c'est quand même mal barré. C'est quand même une histoire rocambolesque. Tout de suite, Marc, place à la Minute Viager.
Avec notre partenaire Senior Consulting Group. Aujourd'hui, Marc, vous nous parlez de l'imposition des rentes viagères. Et côté fiscalité, je vous avais déjà dit que le bouquet, donc le capital de départ qui est versé au vendeur, n'est pas imposable, contrairement aux rentes viagères considérées comme un revenu imposable, qui donc ouvre à abattement, et de gros abattements même. Ces abattements sont déterminés en fonction de l'âge du vendeur, au moment où est versée la première rente. En effet, si l'abattement n'est que de 30% avant 50 ans, il passe à 50% de 50 à 59 ans et à 70% à partir de 70 ans. Ce qui veut dire qu'un vendeur de 72 ans qui touche une rente de 1 000 € par mois ne sera imposé que sur 300 €. Merci à vous, Marc Kezrati. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On parle IMO jusqu'à 10h. Votre rendez-vous 100% immobilier. Tous les voyants sont-ils au rouge? Le marché risque-t-il de s'effondrer alors même qu'il semble encore tenir? On va en parler avec vous, Marc Kezrati, et avec Laetitia Caron. Toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, notamment vos rapports avec votre propriétaire ou votre locataire. 0826 300 300. On vous répond dans quelques minutes. Je vous rappelle l'information qui vient de se produire malheureusement à Auckland, l'élimination des Françaises en demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby. Victoire néo-zélandaise 25-24. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Marc Kezrati, on parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. On parle de l'évolution du marché en cette presque fin d'année, Marc Kezrati. Hausse des taux de crédit immobilier, mur du taux de crédit, facture énergétique qui s'envole. Combien de temps le marché immobilier va tenir? On pose la question ce matin à Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP, particulier à particulier. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. Laetitia, on a l'impression que tous les clignotants sont au rouge en cet automne 2022 et pourtant le marché immobilier semble tenir. Oui, Marc, en effet, le marché semble tenir pour le moment. Bon, en fait, en immobilier, déjà, il faut savoir que contrairement au marché boursier, il y a beaucoup d'inertie. Donc tous les phénomènes que vous avez décrits, notamment la difficulté d'accès au crédit, n'ont pas encore produit leurs effets sur les prix. Pour l'instant, on observe peut-être une petite baisse de volume depuis la rentrée, même si, faut le dire, 2022 restera quand même une année encore, ça sera encore un très bon cru, puisqu'on estime qu'il y aura environ 1 million de transactions d'ici la fin de l'année, donc ça reste quand même un bon cru. Ok, donc là, selon vous, depuis septembre, le marché est moins dynamique. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit ralentissement, il y a moins d'acheteurs et en plus, ils semblent moins pressés. Donc, sauf exception, on ne voit plus de ventes qui se font au prix de l'annonce après une seule visite, comme on a pu le voir ces dernières années. Mais comme en même temps, on observe aussi une baisse de l'offre, qui est de l'ordre de 10 à 15% selon les territoires, eh bien, on va dire qu'on assiste plutôt à un nouvel équilibre qui se met en place en ce moment. Ce qui est préoccupant en revanche et qu'on ne voit pas dans les chiffres, ce sont les biens qui reviennent sur le marché après la signature du compromis de vente. Et ça, ce sont des biens qui reviennent parce que les acheteurs n'ont pas obtenu leur financement. Il y en a de plus en plus. C'est un phénomène qui n'est pas facilement détectable par les outils qui servent à produire les statistiques de marché. Mais en tout cas, c'est un phénomène dont on entend beaucoup parler. Du coup, Laetitia, vous êtes en train de nous dire que ce qui grippe le marché, c'est l'accès au crédit. Alors, oui, ça c'est sûr que ça joue, même s'il ne faut pas perdre de vue que depuis 2 ans, on bat des records en termes de volume de transactions et qu'il y a forcément un moment où ça se calme. Parce que sauf accident de la vie, on n'a pas de raison de revendre au bout d'1 an un bien qu'on vient d'acheter. Donc la baisse de volume, elle est normale aussi par rapport à ce qu'on vient de vivre ces dernières années. Mais c'est vrai que ce qui caractérise le marché depuis la rentrée et qui pourrait faire craindre des baisses de prix dans les trimestres à venir, c'est l'accès au crédit. De ce point de vue, tous les indicateurs sont dégradés, les taux remontent. Même si en valeur absolue, il reste bas, il remonte quand même. Le niveau d'apport personnel exigé par les banques augmente et le taux d'usure, le fameux taux d'usure dont on a pas mal parlé ces derniers temps, est rapidement atteint, y compris par des profils avec des bons dossiers, par exemple des profils un peu plus seniors, 45 ans et plus, qui ont des bons apports, mais qui sont limités parce qu'ils atteignent vite le taux d'usure à cause de l'assurance. Et l'histoire des passoires thermiques, ça joue aussi, selon vous ? À la marge seulement. D'abord, c'est globalement sur l'ensemble du marché, c'est un petit volume de transactions. Et c'est un problème qui est uniquement pour les investisseurs. Je rappelle que le problème des passoires thermiques, c'est que d'ici 2028, le grand F et G ne pourront plus être mis en location. Mais ça concerne que les investisseurs. Et si on achète une passoire thermique pour sa résidence principale, on a parfaitement le droit de l'occuper sans la rénover. Donc c'est à la marge quand même, ce que ça impacte. Ouais. Bon, et du coup, je vous pose quand même la question qu'on a tous sur le bout des lèvres ce matin. Ça va baisser ou pas les prix ? Je dirais que pour l'instant, on est plutôt dans une phase de stagnation.
encore une fois, qui fait suite à une période frénétique, c'est notamment ces 2 dernières années. Les grandes villes qui étaient déjà assez chères, c'est vrai qu'il y a des petits mouvements de baisse, mais ça reste quand même limité. À Paris, on parle de 1%. Donc ça, c'est pas une énorme chute. Et la demande reste soutenue. Dans les petites villes, en plus, ça reste plus nuancé la baisse, parce qu'il y a toujours une forte demande. Cette forte demande, elle est boostée par le télétravail et la location touristique sur les zones littorales. Et tout ça, ça fait que dans certaines régions, et notamment des régions très recherchées, comme encore une fois les zones littorales, où la clientèle urbaine a fort pouvoir d'achat investi, et ben ça maintient une pression sur les prix. Et pour l'instant, ils baissent pas. Hein. J'ai envie de vous dire, allez parler de baisse des prix aux habitants de Biarritz ou de Bretagne. Vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. Ouais, les Basques cherchent des logements. Ils aimeraient bien pouvoir y accéder plus facilement. Voilà. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de baisse de prix sur certaines zones ou sur certains types de biens. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de baisse globale du marché. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est que la frénésie est terminée et que les acheteurs doivent en tenir compte. Voilà qui est dit. Merci Laetitia Caron pour votre éclairage ce matin. Oui, et restez dans les parages, hein, Laetitia, puisque dans quelques instants, c'est vous qui aurez la lourde tâche, la mission capitale de répondre à nos auditeurs. De répondre à toutes les questions que vous poseront ceux qui nous appellent au 0826 300 300. Comment gérer mes relations avec mon locataire ou mon propriétaire? Vous avez un problème? Laetitia vous répond, c'est dans un instant sur Sud Radio. Tout de suite, le témoin de la semaine. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Chaque samedi, on vous raconte une drôle d'histoire avec quelqu'un qui l'a vécu dans le monde de l'immobilier. Aujourd'hui, on est avec Aurélie Boulagéry. Bonjour à vous Aurélie. Bonjour. Bonjour Aurélie Boulagéry. Alors Aurélie, vous avez 38 ans et vous avez déjà une carrière bien remplie. À 15 ans, encore lycéenne, vous passiez vos week-ends sur les marchés à vendre des vêtements en tout genre. Après votre bac, vous poursuivez en BTS de vente et vous intégrez une école de commerce en alternance dans l'optique d'ouvrir un jour une boutique. Mais vous abandonnerez les cours quelques mois plus tard. Vous continuez quand même dans la boutique de l'alternance de votre alternance de vêtements à Vincennes, près de Paris, mais très vite, vous vous ennuyez dans votre boutique et vous renoncez même à ouvrir votre propre boutique. Vous reprenez vos études et en licence cette fois-ci, et vous devenez professeur des écoles. Vous êtes affecté en Seine-Saint-Denis. L'expérience de l'éducation nationale, elle est douloureuse pour vous, et en 2009, vous quittez l'enseignement pour rejoindre votre mari sur les marchés pendant encore 8 ans. C'est en 2017, sans aucune connaissance immobilière, que le monde de l'immobilier s'ouvre à vous. Aujourd'hui, vous exercez à Près-Lambry, c'est en Seine-et-Marne. C'est un joli village de 2500 habitants où vous êtes conseillère en immobilier pour le réseau IAD, et vous êtes également à la tête d'une équipe de 11 mandataires en France, mais aussi au Portugal. Sacré parcours, Aurélie. Oui, effectivement, vous l'avez dit, un parcours assez atypique, mais aujourd'hui vraiment une passion pour moi. Alors, on l'a dit, hein, le parcours il est très atypique. Vous avez été vendeuse sur les marchés, vous l'avez été en boutique, vous avez été professeur des écoles. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes vos expériences ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, le dénominateur commun à toutes ces expériences, bon, les années d'études pour devenir prof m'ont beaucoup appris. Oui, ça j'imagine, oui. Voilà, j'ai des jumeaux, ouais. J'ai des jumeaux aujourd'hui et j'ai mieux appréhendé leur scolarité, mais je n'étais vraiment pas à ma place à ce moment-là. J'allais travailler la boule au ventre et ça, c'était juste inconcevable pour moi. Oui, c'est ça, vous étiez affecté dans 3 écoles différentes. Hein. Oui, exactement. Ouais, donc la difficulté des débutants aussi. Oui, mais je dirais que le dénominateur commun à toutes ces expériences reste bel et bien le contact client et l'humain. J'ai besoin de voir du monde. Ouais. Alors, vous dites que vous vous éclatez maintenant dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Très clairement tout. Hein. Aujourd'hui, je retrouve le contact humain, j'aide les gens, je les accompagne, je peux travailler partout. Donc, aucune journée se ressemble. J'ai la liberté d'entreprendre. Oui, c'est un petit peu ce que vous aviez imaginé dans votre première vie, hein, d'aller comme ça sur les marchés. D'ailleurs, c'était une nécessité de faire les marchés à l'âge de 15 ans. Je reviens un petit peu en arrière. Non, pas forcément. Ma maman nous élevait seuls, c'est vrai, avec mon frère et ma grand-mère, mais bon, on manquait de rien. Mais mon côté hyperactif s'est très vite révélé. J'avais déjà pour objectif les voyages. Quand j'ai commencé la même année,
où j'ai commencé à travailler sur les marchés, avec un voyage au Canada, seul, encadré dans un groupe, puis l'Égypte, et à mesure de un voyage par an. Donc, c'était mes objectifs. Et, après, travailler jeune m'a permis d'être vite indépendante. Oui, d'être vite indépendante et autonome très très vite. Donc après toutes ces années, vous ne regrettez pas le choix d'être entré dans l'immobilier aujourd'hui? Oh non, sans aucune hésitation, d'autant que je peux à loisir être aux côtés de mon mari, donc qui nous écoute depuis le marché d'Ormesson ce matin, et dans son activité de volailler, remettre mon tablier pour retrouver mes clients. Donc remettre mon tablier pour retrouver mes clients qui ont été les premiers à me faire confiance dans leurs projets immobiliers, c'est toujours un plaisir. Et c'est vrai que je suis autant experte dans la découpe de poulet que dans la vente de maisons, et ça mes clients l'ont vite compris. Bon vendeur est capable de... Vous m'aviez dit que vous aviez démarré d'ailleurs sur les marchés votre activité immobilière en mettant des flyers, hein, c'est ça, sur dans le stand de votre mari. Je suis allée là où j'étais le plus à ma place au début, donc sur les marchés, retrouver mes anciens clients. Et comme je le disais, c'est vraiment eux qui m'ont fait confiance en premier. Et après, mon relationnel proche, le fameux réseau. Allez, j'ai une dernière question pour vous. C'est quoi un bon conseiller immobilier ? Alors ça, c'est la personne qui gardera l'humain au cœur de son métier avant l'argent. C'est pour moi la clé de la réussite, enfin en tout cas de ma réussite, très sincèrement. Bon, c'est super. En tout cas, merci beaucoup Aurélie de nous avoir consacré un peu de votre temps ce matin sur Sud Radio. Vraiment un beau parcours, et puis félicitations, et puis passez un très très bon week-end, et puis saluez votre mari de notre part sur le marché d'Ormesson-sur-Marne. Voilà. On l'embrasse très fort, il écoute Sud Radio, il a raison, qu'il continue comme ça. Merci à vous, restez avec nous. Dans un instant, 0826 300 300. Vous avez une question sur votre logement, sur votre propriétaire, sur votre locataire, venez la poser à Laetitia Caron, qui vous répond, qui vous éclaire, qui décrypte pour vous les complexités de ce monde de l'immobilier. On va se retrouver dans un instant pour votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h avec Marc Ezrati sur Sud Radio. Je vous rappelle cette triste information de la matinée. Il y a quelques minutes, les Français se sont inclinés au bout du suspense à la 80e minute à Auckland. 25-24, victoire des Néo-Zélandaises en demi-finale. Elles affronteront les Anglaises en finale de la Coupe du Monde féminine de rugby. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle immo. Il est très précisément 9h46 sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et nous parlons immobilier jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et avec toute son équipe. On est de retour pour le coaching immobilier 0826 300 300. C'est le numéro que vous composez pour poser vos questions à Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP, qui est avec nous aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur Sud Radio. Bonjour, c'est Anne qu'on a au téléphone aujourd'hui. Bonjour Anne. Oui, bonjour Marc, bonjour à tous. Alors dites-nous un peu ce qui vous arrive. Écoutez, quelque chose de simple et de complexe à la fois. Il y a 3 semaines de cela, j'ai eu un véritable coup de cœur pour un appartement situé à Paris qui a été proposé à la vente à 840 000 €. Compte tenu des nombreux travaux à faire, j'ai décidé de faire une offre assez agressive à 800 000 €, offre qui a été acceptée par les vendeurs. D'accord. Parallèlement à cela, un autre couple d'acheteurs potentiels, qui lorgnait également sur l'appartement, a fait une offre aux vendeurs à un prix quasi similaire au mien. Et c'est là que les problèmes commencent, puisque les propriétaires vendeurs nous informent avoir été échaudés par le capotage récent de la vente de leur appartement, donc en juillet dernier, en raison d'acquéreurs n'ayant pas obtenu leur financement. Ils ont donc décidé d'organiser une compétition entre l'autre couple d'acheteurs et moi, en indiquant qu'ils signeraient exclusivement avec l'acheteur n'exigeant pas de clause suspensive de crédit dans le compromis de vente. Et il s'avère malheureusement que j'ai impérativement besoin de faire appel au financement pour acheter cet appartement. Et je ne veux pas que cet appartement me passe sous le nez, mais je ne veux pas faire n'importe quoi non plus. Alors la question est simple, à quoi je m'expose aujourd'hui en acceptant de signer un compromis sans clause suspensive de crédit, sachant que j'ai bien évidemment absolument besoin d'un financement. Bon, écoutez Anne, on va interroger Laetitia. Laetitia, on comprend bien l'embarras d'Anne dans son histoire. Oui, absolument. Alors bonjour Anne. Bonjour Laetitia. Et en effet, votre question, elle est très légitime, d'autant que vous semblez très motivé par cette acquisition, et on le comprend. Mais en fonction de ce que je viens d'entendre, je ne vais pas faire durer le suspense. Je vous déconseille très formellement de signer un compromis de vente sans clause suspensive si vous avez besoin d'un crédit pour faire cet achat. Pour que nos auditeurs comprennent bien, je vais rappeler de quoi il s'agit.
lorsqu'on achète un bien immobilier, dans la quasi-totalité des cas, hein, c'est votre cas, mais c'est le cas de la quasi-totalité des acheteurs, il y a besoin d'un financement par une banque, c'est-à-dire par un crédit. Si l'acheteur n'obtient pas son prêt, il ne sera pas en mesure d'acheter le bien puisqu'il n'a pas les fonds nécessaires. C'est la raison pour laquelle, dans la grande majorité des cas, et dans les notaires de toute façon en général, le recommandent très formellement aussi, on prévoit une clause suspensive d'obtention de prêt, ce qui veut dire que si l'acheteur, en l'occurrence là Anne, si vous n'obtenez pas votre crédit, vous n'êtes pas obligé d'acheter. S'il n'y a pas de clause de ce type dans le compromis, l'acheteur est obligé d'acheter. C'est-à-dire que même s'il ne va pas au bout du processus, il sera obligé d'acheter. Alors en général, il ne va pas acheter complètement, mais à minima, il va perdre les 10%. Le dépôt de garantie qui est versé au moment du compromis de vente, il va les perdre. Et donc, c'est quand même pas négligeable. Donc Anne, pour revenir à votre situation, ça signifie que si vous signez sans clause suspensive et que vous n'obtenez pas votre prêt, vous allez perdre 10% du prix d'achat. Qui n'est pas négligeable. Si j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait une offre à 800 000 euros, c'est ça ? 800 000, voilà, qui a été acceptée. Ok, le calcul est simple. Si vous n'obtenez pas votre prêt, vous aurez perdu 80 000 euros, ce qui est quand même considérable. Voilà. Considérable. Voilà, donc moi, la question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous êtes prête à perdre 80 000 euros ? Du tout. J'imagine bien. Même si vous êtes optimiste sur l'obtention de votre prêt, ça peut faire pencher la balance envers une prise de risque, c'est vrai. Mais en ce moment, il y a quand même beaucoup de... on en a parlé tout à l'heure dans le magazine, et puis on en parle ces dernières semaines, il y a quand même pas mal de dossiers qui ne passent pas, et même des très bons dossiers, parce qu'il y a un certain nombre de critères aujourd'hui, notamment le taux d'usure dont on a parlé, qui font que parfois le dossier ne passe pas, et parfois même, moi j'ai entendu des banquiers s'en désoler, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des risques. Donc moi, je le répète, je suis vraiment désolée, mais dans votre intérêt, je vous déconseille de signer sans clause suspensive d'obtention de prêt. Laetitia, il n'y a pas une solution quand même pour Anne ? Alors, il y a toujours des solutions, mais je ne peux pas garantir qu'elles marchent. En fait, ce que je peux conseiller à Anne, c'est de maintenir votre offre. Parce que il n'est pas du tout certain que les vendeurs trouvent un acheteur prêt à signer sans clause suspensive. Ce que vous avez dit, c'est qu'ils vous ont mis en compétition. D'abord, les autres acheteurs ne vont pas forcément signer non plus sans clause suspensive, surtout s'ils ont besoin d'un prêt comme vous. Et puis, je rappelle quand même que sauf à tomber sur la perle rare avec des acheteurs qui sont prêts à acheter comptant, parce qu'ils disposent déjà de la somme. Alors ça existe, mais c'est rare. En fait, il y a peu d'acheteurs qui n'ont pas de clause suspensive. Donc il faut essayer de faire entendre raison aux vendeurs et qu'ils comprennent qu'ils risquent finalement de perdre du temps à trouver la perle rare, alors que votre dossier est quand même un bon dossier qui présente toutes les garanties, même avec une clause suspensive. Voilà. D'accord. Merci Laetitia. Bon, Anne, est-ce que vous avez une réponse à votre question ? Est-ce que Oui, totalement, mais j'étais pas spécialement à l'aise avec l'idée de ne pas inclure de clause suspensive de crédit, surtout qu'il y a un prêt relais, il y a un prêt complémentaire que j'ai. Je l'ai pas précisé, j'ai plus de 50 ans, donc je risque peut-être d'être confrontée à ce fameux taux d'usure qui me bloque. Donc sincèrement, j'étais pas à l'aise. C'est pour ça que je vous ai contacté pour y voir un petit peu plus clair. Donc vous allez quand même prendre le risque de signer après ce que Laetitia... non, du tout. Non, du tout. Non. Mais maintenez votre offre, Anne. Maintenez-la, parce qu'il n'est pas certain que finalement les vendeurs trouvent un acheteur sans clause suspensive. Merci, Anne. On prendra de vos nouvelles. On prendra de nouvelles dans les semaines qui viennent. J'espère que vous aurez de bonnes nouvelles à nous annoncer. On vous le souhaite en tout cas. On vous le souhaite en tout cas. N'oubliez pas de nous appeler, vous tous qui nous écoutez, au 0826 300 300. Vous avez des questions comme Anne, justement, vous ne savez pas si vous êtes en train de faire une erreur ou pas, eh bien venez nous le demander. On vous répond tous les samedis sur Sud Radio dans On parle IMO. Tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, On parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, on vous retrouve pour le coup de cœur, votre coup de cœur. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin ? Ah, Marc, je voulais vous faire un peu de teasing, mais je vais vous le dire, je vous emmène à Melun. Melun. En Seine-et-Marne.
Melun, donc c'est pas à Paris du coup. Hein, non. Non, mais c'est pas très loin. C'est une cinquantaine de kilomètres. Et vous écoutez Sud Radio sur le 99.9 comme dans toute l'île de France. C'est ça. Et c'est pas très loin de Paris, c'est à 50 km de Paris, c'est très bien desservi par les transports en commun. Et moi je vous y emmène, pourquoi ? Parce que j'ai un super appartement de 5 pièces avec 2 terrasses et surtout une vue imprenable sur la Seine, vraiment un très très bel appartement. Ouais, effectivement, ça a l'air chouette. Et le prix de cet appartement ? Alors c'est un appartement qui est à 321 000 €. Je vais vous donner quand même 2-3 critères. Il est au 4e étage d'un immeuble. Il fait 97 mètres carrés, mais 117 mètres carrés au sol parce que c'est mansardé. Il y a 4 chambres. 2 terrasses magnifiques. Il est traversant et donc c'est vraiment un bel appartement. Et puis un super DPE, enfin un bon DPE. Oui, c'est ça, j'allais vous demander. Il est classé D. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc 321 000 €, on est à 3 309 € du mètre carré, très exactement. Si on tient compte de tous ces points forts, on est parfaitement dans les clous en termes de prix de marché. Du marché. Merci Laetitia. Bonjour Colin Jacquet. Bonjour Marc. Conseiller immobilier chez Foncière Transactions à Clermont-Ferrand. Vous avez, un autre coup de cœur à nous proposer. On vous écoute. Tout à fait Marc. Donc moi c'est au cœur de Clermont-Ferrand. Donc il s'agit d'un appartement 4 pièces, 70 mètres carrés, construction récente puisque construction en 2013. Il se compose d'une belle entrée, d'un salon, d'une cuisine ouverte, d'un coin de nuit avec 3 chambres et placards, une salle d'eau. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une grande terrasse de 27 mètres carrés idéalement exposée, qui donne sur un parc de 2 hectares. Et d'ailleurs, le DPE de cet appartement 2013, il doit être pas mal. Je suis encore meilleur, je suis en B. Ah, vous êtes en B. Ah, formidable. Ah oui. Bravo, B comme bravo. À quel prix ce bien ? 297 000 €. Merci beaucoup Colin Jacquet, conseiller chez Foncière Transactions à Clermont-Ferrand. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Et surtout, on peut surtout appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300 si on est intéressé par ces appartements. Absolument. Laetitia Caron, directrice générale de PAP, Marquez Ratti, présentateur dont Parle Immo, attendent vos questions. Ils vous répondent au 0826 300 300. Si on répond pas tout de suite, laissez-nous vos messages. On les écoute. Écrivez-nous. Je participe à sudradio.fr. Figurez-vous qu'on les lit et même qu'on vous recontacte. Comme quoi, vous voyez qu'on est là aussi pour vous aider sur Sud Radio. Restez avec nous. Dans quelques minutes, juste après les informations, Elon Musk qui rachète Twitter, qui vire la moitié des salariés de l'entreprise, qui rend payant la certification des comptes $8. Et bien justement, on va en parler dans la semaine des réseaux sociaux. Ce sera avec Morgane Thomas, juste après les informations. À tout de suite. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.